honorables invités, jeunesse. Nous sommes ici, notre prof, Madame Dr Amna Noor, explique la démarche qu'elle a faite pour son œuvre. J'invite Madame Reniotova, qui est non seulement aussi la directrice du Centre régional francophone en Afrique, mais aussi la représentante de l'OIF. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette troisième rencontre littéraire organisée par l'OIF sous le thème général Voix francophone d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, la troisième rencontre, ça nous fait très plaisir d'accueillir Amina Noubou pour son livre La finesse de Waïs. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'un livre qui est multilingue, qui valorise aussi les langues nationales de votre pays, et c'est une valeur très importante pour nous. Je voudrais aussi expliquer notre démarche, qu'est-ce qu'on cherche à travers ces rencontres littéraires. On cherche bien sûr à valoriser l'écriture en langue française, mais aussi en langue nationale dans votre pays. On cherche à valoriser les écrivains de votre pays, à les faire connaître. On cherche également à parler de ces livres, à avoir avec nous à chaque fois l'auteur, son éditeur, mais aussi, comme vous l'avez bien remarqué, les trois premières rencontres étaient avec des femmes écrivaines de Djibouti. Donc, pour notre organisation, les publics cibles prioritaires, ce sont les jeunes, comme vous, et les femmes, et pas que, bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons inviter que des femmes écrivains, mais pour commencer, on voulait valoriser l'écriture des femmes à Djibouti, parce que les femmes, elles sont gardiennes de la mémoire, les femmes font la transmission des valeurs, on l'a vu dans tous les livres dont il a été question, et les femmes aussi sont éducatrices. Donc, à travers leurs écrits, il y a des messages qui souvent dépassent le contexte de votre pays, qui sont des messages humanistes, des messages universels, qui peuvent toucher aussi des lecteurs d'autres coins du monde. C'est comme ça que moi, vous m'entendez parler français, mais le français, comme pour vous, n'est pas ma langue maternelle. Moi, je suis d'origine bulgare. Ma langue maternelle, c'est le bulgare. J'ai appris le français. C'est une langue que j'aime beaucoup, que je maîtrise à côté d'autres langues aussi. Ce n'est pas que le français, ma langue étrangère. Je parle aussi le russe, l'anglais, un petit peu l'allemand. Voilà, d'autres langues aussi, à côté de ma langue maternelle et à côté du français. Et moi, en tant que lectrice externe à votre pays, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir ce livre, La finesse de Waïs, parce que j'ai découvert à travers ce personnage très courageux la métaphore de qualité qui constitue le héros, en quelque sorte, le personnage qui peut servir de modèle, qui peut inspirer les autres. Mais je ne vais pas m'aventurer davantage pour parler du livre, parce que ça sera l'objet de notre échange avec l'autrice et son éditeur. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Ravie de vous avoir avec nous ce matin pour un échange, j'espère, tout à fait passionnant. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de partager avec vous ce moment d'échange autour d'une nouvelle œuvre ici, celle de La finesse de Waïs. Si je parle un peu... D'abord, je remercie mes hôtes, hein. C'est important de les remercier, de m'avoir invité à cet échange littéraire. Si je parle un peu de La finesse de Waïs, après avoir enseigné autant la littérature, et surtout la littérature française, il était important, et aussi en tant que maman, il était important pour que, il était temps qu'on redécouvre aussi notre littérature orale. Nationale, c'est-à-dire qu'elle soit somali ou qu'elle soit afar, et pour qu'elle soit traduite et qu'elle soit enseignée au même titre que la littérature française. Et rien de mieux que de traduire un texte dans les trois langues pour que l'ensemble des étudiants que nous avons en face de nous puissent être en mesure de lire dans les trois langues
et de pouvoir faire une comparaison. Donc ça, c'était un des premiers points. Si je remonte brièvement le parcours, en fait, c'est parti de ma thèse. Ma thèse portait sur les champs de travail. Et c'est au cours de cette thèse, de cette recherche, que j'ai découvert beaucoup de textes faciles à adapter à l'école et surtout qui correspondaient un peu aux textes que nous avions appris à l'école lorsqu'on apprenait la langue française, c'est-à-dire les textes de La Fontaine, par exemple. Les chansons qu'on apprenait, Une souris verte, par exemple, etc. Ces textes qui nous ont aidés à apprendre la langue française, je retrouvais leur équivalent en langue somali, puisque ma thèse portait sur les champs de travail en langue somali. Mais je pense aussi que ça existe en langue afar, puisqu'on est toute une communauté pastorale. Donc on peut retrouver ces équivalents. Ce sont des textes qui équivaut ces textes-là en français et qui peuvent facilement permettre aux enfants, aux jeunes générations, d'apprendre leur langue maternelle, comme ils ont appris et comme nous, on a appris la langue française à travers ces chants. Donc ça, c'était ce que j'avais découvert. Et c'est autour de ce projet que, grâce à l'éditeur, M. Idriss Youssouf, on a pu élaborer ces textes. Pourquoi ne pas présenter aux gens des textes qui peuvent être exploités à l'école, aussi bien à l'école maternelle à travers les chants. D'abord, l'enfant ne sait pas lire, donc il apprend la langue à travers les chants. Puis, une fois qu'il a commencé à apprendre à lire, il lit lui-même les textes sous forme de contes. Donc, on a voulu présenter des textes qui, à la fois, peuvent être accessibles à des enfants de bas âge, à travers le chant, puis à des enfants qui sont à l'école primaire, à travers les contes, qui peuvent être exploités. Donc, peut-être que je reviendrai plus tard. Je vais laisser la parole à M. Idriss Youssouf pour qu'il complète ce que j'ai dit, peut-être. Voilà. Merci, Dr Rénie Yotova, pour cette invitation et cette manifestation. Quand j'ai discuté la première fois avec Dr Amina Nouh, j'ai senti l'intérêt, plutôt la création qu'elle menait, le projet de création qu'elle menait entre les langues, les cultures et la société, la jeune société djiboutienne. C'est très important. Ensuite, elle a entrepris l'écriture d'une culture locale. Et enfin, elle a créé ou recréé un environnement propice à la mise en valeur ou à la mise en relief des valeurs locales. Et à travers la finesse de Waïs, quand on lit ce texte, on sent que la finesse de Waïs porte de valeurs, à savoir la notion de responsabilité, la notion de jeu partagé, la notion d'observation, la notion d'organisation, la notion de décision, la notion de consensus, la notion de protection, la notion de confiance, la notion d'information et bien sûr la notion de formation. Donc tout ça existe au sein de cette finesse. La notion de finesse engendre toutes ces valeurs de responsabilité, de consensus, etc., etc. Et ça, à travers un conte, même pas un conte créé, parce qu'elle part d'un chant d'enfant que j'ai toujours, les chants qui m'ont bercé quand j'étais surtout enfant, que j'entendais toujours, c'était plus long. Et elle a bien géré, en plus de ça, les extraits en élevant, parce que une culture est un tout qui dit du bien, mais qui dit du mal aussi parfois, pour dire la vérité, parce que la vérité parfois, ça contente certains, ça mécontente d'autres quand ça les gêne. Mais un vers ou un poème ou un chant traditionnel porte l'ensemble. Moi, c'est plus long que ça, mais on voit comment Dr Amina a cerné le chant traditionnel autour de l'éducation, des apprentissages. Et par la suite, à travers la maison d'éducation, la maison d'édition d'Exan,
je suis encore dans l'éducation, la maison d'édition d'Exane, on s'était dit, mais pourquoi ne pas créer ce pont? Ce pont qui fait que le français étant l'objet et les moyens d'enseignement à Djibouti, mettre en relief les langues locales. Parce que la francophonie n'est rien d'autre que le français et les langues partenaires. Donc c'est cet ensemble des multilinguismes qui enrichit par le biais de la francophonie la langue française. C'est-à-dire qu'en tant que Djiboutien, quand je transpose des contes, des chants, des poèmes, on retrouve des images et des métaphores de la culture afar et de la culture somale. Et donc c'est ça qui fait la richesse de la langue française et qui est partagée par la suite. Et donc ce pont a été conçu avec Dr Amina pour avoir dans un même livre l'afar, le somali et le français. Et ce qui est excellent, c'est que l'ouvrage n'était plus, quand c'est pris par des collèges ou une école ou des écoles primaires, l'ouvrage n'était plus l'ouvrage de l'élève ou de l'apprenant, ça devenait aussi l'ouvrage des parents. Parce que pour les parents aussi, il y avait une langue qu'ils comprenaient. Et donc on invitait à l'apprenant, à l'élève, à l'enfant, au fils et à la fille, de lire en français, d'expliquer en somali. Et la maman ou le père avait la possibilité de vérifier le somali ou l'afar si le français est bien compris. Donc ça a créé un jeu que, au premier abord, notre mission était cette ouverture et ce partage de langues et des mises en valeur des langues nationales qui nourrissent le français par le biais de cette francophonie et de ce contact de langue. Et ça a donné une dimension qu'on ne s'entendait pas vraiment, mais qui a fait que, je me rappelle, un Allemand avait lu, ils avaient traduit la partie française, la finesse de Ouassi il y a 10 jours, et présentait la culture de l'Afrique, parce que c'était l'Afrique orientale qui était invitée, présentait à travers ce conte un pan de l'Afrique. Donc c'est ça aussi le fond et la raison d'être de cet ouvrage que Dr Amina nous présente. Je vais anticiper parce qu'il y a le deuxième étant et encore dans le panier de la ménagère, donc ça sortira bientôt, son livre, d'autres ouvrages aussi en trilingue, donc le conte Aïcha Data Yaya aussi qui est en français. En afar existe et puis le somali est ajouté, donc il y a une série d'ouvrages de même Akabi qui viendront par la suite. Mais au niveau du contenu, je vais laisser et retourner le micro à l'auteur. Vraiment, cet ouvrage a vu le jour. En tout cas, je le remercie encore une fois. La finesse de Waïs, en fait, c'est construire un personnage, un héros, qu'on pourrait retrouver dans ses aventures, dans différentes aventures, même si le contexte est le passé. Les événements qu'il vit, la manière dont il réagit, sont des choses dont l'enfant peut s'inspirer, l'enfant d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça surtout qui est intéressant. Et lorsqu'on dit préserver le patrimoine oral, c'est bien de le préserver, de l'archiver, mais si il n'est pas à chaque fois recréé dans une salle de classe, partagé à chaque année avec de nouveaux étudiants, il restera dans ces archives. Donc c'est très important qu'il passe par l'enseignement. Le patrimoine oral ne pourra pas s'enrichir s'il ne passe pas par l'enseignement. Il ne devient pas un outil pédagogique. Parce que tout simplement, ce sont ces patrimoines oraux du passé qui nous a permis d'apprendre le français qui était notre langue, qui était une langue étrangère pour nous. Et c'est ce même patrimoine qu'on peut réutiliser pour que nous, à notre tour, nos enfants apprennent aussi leur langue maternelle, ce qui leur permettra de maîtriser encore mieux les langues étrangères dans lesquelles ils étudient, que ce soit le français, l'anglais ou l'arabe. Donc, la finesse de Waïs, c'est un petit garçon
qui vit bien sûr dans la campagne et qui vit des aventures avec ses amis, ses cousins, ses cousines. Il garde les agneaux et les cabris. Donc, pour les enfants, ils gardent ça. Et donc, leur travail, c'est de ne pas s'éloigner du campement et de garder ces petits animaux, ces brebis, et plutôt ces agneaux et ces cabris. Et c'est durant ces moments qu'ils vivent des aventures et qu'ils chantent les chants. Donc, en mélangeant le conte et le chant en même temps, ça permet aux plus grands de les lire, comme j'avais dit, et aux autres d'apprendre à travers le chant. C'est des chants dont on retrouve la mélodie, bien sûr, qui sont faciles, puisque ce sont des chants pour enfants, et qui en même temps donnent des leçons de vie. Et que ce soit le courage, l'importance des parents, l'importance d'accomplir sa tâche jusqu'au bout, par exemple, d'obéir aux parents. Vous voyez, on retrouve à travers les chants, comme dans les contes traditionnels qu'on lisait à l'école, des leçons de morale pour enfants et grands, tout simplement. Donc, à travers ces textes, ce qu'on espère, c'est que l'enfant djiboutien s'y reconnaisse, parce que ça parle d'un environnement qu'il connaît, de manière indirecte peut-être, parce qu'aujourd'hui, le monde pastoral n'est plus ce qu'il était, mais l'essentiel, c'est qu'il redécouvre ça à travers ces textes. Avec les nouvelles technologies, je pense que c'est une étape naturelle qui suivrait, parce qu'en les adaptant en dessin animé, ce serait encore plus facile pour les enfants qui ne savent pas encore lire d'apprendre. Et puisque aujourd'hui, les nouvelles technologies occupent plus de temps et occupent plus de place que les papiers, je pense que c'est un outil qu'on devrait utiliser pour que l'apprentissage des langues maternelles soit encore beaucoup plus facile. Donc vraiment, c'est l'objectif peut-être aussi qui nous a amené à publier, en disant on va d'abord publier en livre, et peut-être après, la nouvelle étape, c'est transformer ces livres en dessins animés. C'est quelque chose qui pourrait faciliter pour beaucoup la diffusion, élargir la diffusion, et également faciliter l'apprentissage des langues. Et le fait que ce soit en 3 langues, on fait, au lieu de faire 3, on en fait un seul avec les traductions, et c'est beaucoup plus facile, je pense. Donc, je ne vais pas parler de manière détaillée du livre, mais cet enfant vit des aventures, et c'est de montrer que, à travers son courage, à travers son intelligence, il arrive à sortir de situations un peu difficiles qu'il rencontre. Cette situation, peut-être, elle est ancrée dans un passé bien précis, mais ce sont des choses que l'enfant peut retrouver dans la vie réelle aujourd'hui. Et cet enfant peut être une source il peut être un modèle pour les enfants, parce que les enfants se familiarisent assez vite avec les personnages dont on leur raconte les histoires, dont ils écoutent les histoires, dont ils écoutent les chants. Donc, à travers le chant, mais aussi à travers le conte, cet enfant se retrouve avec Waïs, il vit avec lui ses aventures, et il s'identifie beaucoup plus facilement. Merci encore. Est-ce que ce personnage et ce conte est complètement inventé, ou il est inspiré d'un conte populaire qui existe dans une des cultures? En fait, c'est complètement inventé, puisque c'est à partir du chant que j'ai inventé l'histoire. Donc, les personnages, je les ai complètement inventés. L'histoire, je l'ai inventée. Mais ce qui m'a permis d'inventer cette histoire, c'est le chant. C'est pour ça qu'à la fin, lorsque l'histoire est terminée, le chant intervient. Et l'histoire est complètement inspirée du chant. En me disant, voilà, un peu, reprenons un peu les contes anciens, bien sûr, mais le personnage n'existe pas. Le chant original, le chant, il est en Somalie. Ça fait partie des chants que j'ai récoltés lors de la thèse. Voilà. Hoyo i abu mata arke
comprendre que la vie, ce n'est pas tout rose. Il y a aussi des situations difficiles qu'on traverse et qu'il faut éviter. Parce que cette fille, ça peut être aussi ta sœur. Et là, tu apprends. C'est comme ça que le conte est éducation aussi. Imagine cette fille mise en scène, c'est ta sœur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer, je vais faire ça, je vais faire cela. Alors, pour une autre fille, qu'est-ce que tu vas faire toi en tant qu'homme? Mais je vais la respecter comme ma sœur. Donc déjà, c'est comme ça qu'on te dit que tu apprends à chaque fois. Toute tentative te dit, mais tiens, ma sœur aussi est dans la ville quelque part. Donc, je reconsidère mon éducation, ma culture, et puis donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais maintenant, si je reviens un peu à la structure de l'ouvrage, je ne sais pas si vous avez certains remarqué. Vous savez, quand vous êtes boutiquier, c'était un des métiers qu'à un moment de la vie j'ai exercé. On utilise une balance pour vendre de la farine ou du... Et souvent, la balance, quand ça arrive comme ça, il faut faire comment? Il faut arriver à rééquilibrer, n'est-ce pas? Donc, je me rappelle, un jour, j'étais au CERD, donc à l'Institut de langue, quelqu'un m'avait demandé à quoi ça va servir d'enseigner le somali et l'afar. Donc, j'ai toujours vu que la balance était comme ça. Donc, il faut le français, les langues locales, ce sont les langues des indigènes, donc les langues des sauvages. Alors, pour donner cette crédibilité, des jeunes m'ont posé la question et ont remarqué avec les parents. Et d'ailleurs, il y a un établissement qui a demandé à ce qu'on enseigne aux enfants s'il y a possibilité d'enseigner le somali et l'afar, en plus du français, bien sûr, en utilisant le français comme moyen d'enseignement. Le texte afar et somali est en haut. Le texte en français est en bas. Et donc, même physiquement, le concept, c'est ce que je disais à Berlin, parce qu'on a eu quelques problèmes. Je disais, par principe, l'école qu'on a héritée nous a formés, mais nous a aussi déformés. Pas seulement l'Africain, mais aussi l'Européen. Parce que dans la tête, entre un blanc et un noir, par principe, dans un aéroport, un blanc, aéroport africain, un blanc est un expert. En Europe, un noir est un suspect. Il faut vérifier 2 fois son passeport, 3 fois. Mon ami français arrive à Djibouti, on ne regarde même pas son passeport. Ce n'est pas un problème d'infériorité ou de supériorité, c'est un mécanisme que l'école, avec le temps, a forgé en nous. Donc parfois, la colonisation mentale existe. Le fait d'avoir le somali et l'afar en haut et le français en bas, essaie de trouver, ne serait-ce qu'un moment, une gomme pour effacer cette complexité. Vous faire écouter un autre chant où ce sont les femmes qui s'expriment ici, elles sont entre elles, et quand les femmes sont entre elles, elles critiquent qui? Elles critiquent les hommes. Et donc ce chant aussi va vous montrer que ce sont les femmes qui, entre elles, pendant qu'elles... Vous avez peut-être croisé certaines femmes qui font encore aujourd'hui ça, c'est-à-dire aujourd'hui il y a des machines pour écraser le blé, mais avant on le faisait à la main. Et comme c'était lent, c'était un chant, il s'accompagne d'un chant dans lequel les femmes parlent des hommes. Parce que c'est entre elles, c'est un travail pour les femmes. Et pendant ce temps-là, elles donnent des conseils à leurs filles. Et c'est une manière aussi d'égratigner un peu les hommes. Allez-y, après je vais vous traduire sans entrer dans le... saddex kaaga digaa kaaga dayriyaya kaaga diindhigayaa ninka gaaban ha guursan markuu geelu cadhoobo marqa saarka ma gaadho ganduhu ka dhayaa ninka dheerra ha guursan markay gaaja timaado aqalku iskoglaa waan bukaa buu dhahaa ma bukay ha bukoodo beerkayow ha yidhaahdo biyaha loo kululeeyo ninka geesii ha guursan oo waxaadaanu guursan marka geela la qaado gebgab buu u ordaa gaagida la dhigaa gabadh buu ka tagaa gablan buu ku badaa taasu waa iga taa tukalansee hayaa ninka waalidu roon
Que tu veux choisir un mari, ne choisis pas un qui est petit de taille parce qu'il aura du mal à soigner les chameaux s'ils sont malades. Voilà, elle est pragmatique la mère. Voilà, elle lui dit ne te marie pas avec le grand de taille non plus. Lorsqu'il y a une famine dans le clan, dans les environs, il serait incapable de supporter la famine. Il va dire je suis malade, il ne pourra rien faire. Parce que je ne sais pas pourquoi les grands ne supportent pas la faim, mais c'est ce qu'elle dit. Et à la fin, elle lui dit évite les héros. Pourquoi les héros? Parce qu'ils vont se battre tout de suite. S'il y a une guerre, ils vont se battre et tu risques d'être veuve très tôt. Donc évite les héros également. Et finalement, elle dit essaie laisse de côté cela. Par contre, si tu trouves un homme qui a au caractère doux, en Somalie veut dire quelqu'un qui est au caractère doux, quelqu'un qui est bon pour ses parents et quelqu'un qui a peur de Dieu et qui fait toujours ses prières, si tu trouves ces trois-là, marie-toi parmi eux. Donc, vous voyez, ici, elle donne des conseils pour lui dire, méfie-toi des apparences, puisque la taille, etc., c'est lié aux apparences. C'est comme aujourd'hui, une mère dirait à sa fille, ne regarde pas simplement la voiture qu'il conduit ou le costume qu'il porte. Essaie de regarder son caractère. Vous voyez comment on peut transposer les conseils du passé au présent. Donc, c'était un exemple que je voulais vous montrer, des champs sur lesquels j'avais travaillé. Merci. Est-ce qu'ils sont regroupés, par exemple, est-ce qu'il y a des archives où on trouve maintenant comme ça sur YouTube, puisque c'était aussi le sujet de votre thèse. Et ce que je trouve très intéressant, c'est comment cette thèse, qui est une recherche universitaire scientifique, a abouti à une création littéraire et peut par là être transposée directement dans la pédagogie et dans l'éducation. Donc, question, et puis après on laissera au public bien sûr les questions, mais ces chants, on les retrouve où? Ils sont un peu éparpillés partout. Donc, pendant que je faisais la thèse, certains, je les ai trouvés dans les archives de la radio et télévision. D'autres, c'est auprès de gens particuliers. Donc, c'est un peu éparpillé. Donc, ça reste encore une mémoire orale. Donc, c'est pour ça que c'était important de les recueillir, de les regrouper pour ensuite les archiver et après les utiliser comme support pédagogique. Mais ils sont un peu éparpillés. On ne peut pas aujourd'hui dire on peut les trouver là. Donc, il faut un peu faire des recherches pour retrouver sur YouTube. Voilà, il y a beaucoup de travail. Voilà. Ce que j'ai fait, on peut dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, en quelque sorte. Mais il y a beaucoup plus que ce que j'ai récolté et qui ont besoin d'être archivés, d'être regroupés, etc. Et ensuite d'être utilisés comme outil pédagogique. Je pense que... Et c'est pour eux, voilà, c'est pour les jeunes, voilà, qui vont. C'est pour eux, je pense que c'est à eux de reprendre le flambeau et de continuer à rechercher. Et pourquoi pas inventer de nouveaux textes, de nouveaux chants pour les enfants, puisque c'est aussi ça la création. Je voudrais saisir cette occasion pour, franchement, remercier Madame la directrice et Rénie de nous accueillir dans cet espace. Je pense que la famille trouve son sens ici. Quand on parle de la famille francophone, quand on parle de la famille djiboutienne, je pense que c'est vraiment le cas. Et je voudrais vous féliciter, Madame aussi la directrice, Docteur Amina, et féliciter mon ami aussi Idriss, qui fait de sorte que les langues locales retrouvent leur place dans le livre. Et il s'est transformé en caravanier. Nous sommes nomades. Donc il a l'afar, le somali, le français. Et donc toutes les langues sont là. Et puis lorsque vous tenez dans vos mains un livre, le fait que vous retrouviez aussi bien l'afar que le somali, que le français, l'arabe, etc. dans un même livre, ce concept-là, je pense que fait vraiment qu'aujourd'hui, on peut être fier du travail qu'il a commencé à faire et l'applaudir très fort. Et c'est un grand message de cohésion nationale aussi, de la mise en valeur de l'identité djiboutienne. Je pense que les jeunes sont là, qu'on soit femme ou homme. Hein. J'ai vu que les filles ont beaucoup applaudi pour la dernière intervention, moins les garçons peut-être, mais c'est une leçon de morale aussi, je pense. C'est-à-dire il faut accepter le défaut, accepter,
Personne ne peut être parfait. La perfection est du ressort de Dieu et personne n'est parfait. Mais le fait qu'on ait l'oralité, l'écrit ensemble, je pense que c'est une vraiment très très bonne chose et qu'il faudrait que la jeune génération aussi s'en inspire, soit motivée et qu'elle puisse accompagner ce mouvement. Encore une fois, merci pour nous permettre de saisir ce moment. Bonjour tout le monde, je m'appelle Asma Hassadoumar, une jeune comme vous, ambassadrice de la francophonie notamment. En fait, j'ai une question depuis toute jeune, monsieur et madame Amina. C'est que dans chaque pays, à l'école, on apprend les langues locales. Les langues locaux, désolé, sauf à Djibouti. Donc, pourquoi, par exemple, même en ce moment, on a inclus l'anglais, qui n'est pas notre langue aussi. C'est bien d'apprendre autant de langues. Je parle français, je parle anglais, je parle arabe, je parle ma langue maternelle, alhamdoulilah. Mais ces livres-là, j'ai remarqué que je ne pouvais pas le lire. Même si je sais parler ma langue, je ne sais pas écrire la langue somalienne. Ni je ne peux pas le lire. Donc je me suis dit, cette erreur, je ne peux pas l'attribuer à l'État ou même aux États scolaires. Parce que aussi, il faut ramener ce côté de vouloir apprendre, de vouloir innover de nous-mêmes. Mais pourquoi ne pas inclure les langues maternelles à l'école dès le jeune âge? Par exemple, on peut avoir un cours de langue, on peut apprendre à écrire en Somalie, comme on peut apprendre à écrire en Afar. Donc, est-ce qu'à l'avenir, ces projets pourraient peut-être aboutir ou peut-être être réalisés à Djibouti? Merci beaucoup. Depuis les états généraux de l'éducation, sauf peut-être il y a eu des questions techniques pour lesquelles elles n'ont pas été enseignées, mais justement, le fait d'introduire des textes trilingues comme ici, avec des contes et des chants, est une alternative. Au lieu d'avoir 2 ou 3 profs différents pour chaque langue et séparer les étudiants, je pense que nos étudiants peuvent étudier les 3 langues en même temps, à travers les chants et les contes, dans une seule classe. On peut faire, parce qu'ils sont en âge d'apprendre jusqu'à 6 langues. Jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire que l'enfant est en mesure d'apprendre simultanément 6 langues. Voyez? Donc, je pense que, pour ma part, c'est mon avis, c'est une forme d'alternative. En attendant que les écoles pour les langues se développent, c'est une alternative pour l'enfant d'apprendre sa langue maternelle à travers les contes et les chants. Je pense. Je crois que ce moment de silence porte la réponse à votre question. Parce que si dans les autres pays on enseigne la langue nationale, c'est que ces pays ont décidé de faire leur école. Quand on n'a pas encore son école et qu'on fait fonctionner encore l'école héritée, on ne peut pas enseigner sa culture. C'est une décision politique quand on veut faire un être djiboutien. Ça ne tombe pas du ciel, c'est une décision. Et quand on décide, on le fait. Pour l'instant, on a une traversée, on découvre et on se construit, le pays se construit, c'est dommage, on se construit encore 47 ans, mais c'est un choix immédiat ou c'est un choix qui est reporté. Pour l'instant, nous reportons. Juste, je finis là, une question pour la région. À votre avis, dans la Corne de l'Afrique, combien de langues parle-t-on? Les langues, je parle de langues de communication. Pas bon, les langues qui sont les langues de communication véhiculaire, à votre avis. Donc c'est les 12 langues parlées, parce que quoi qu'il en soit, même la langue héritée de la colonisation, avec le temps, devient notre langue. C'est notre langue, c'est la langue d'ouverture, la langue de communication, la langue partenaire aux langues nationales. Donc à chaque fois qu'on parle une langue, qu'on a une langue, on maîtrise une langue de plus, c'est une porte qui ouvre quelque part d'autres cœurs. Juste pour... j'ai aimé cette énumération de langues pour dire que il ne faut pas... C'est vrai que vous avez un rapport avec la langue française qui vient par la colonisation.
comme beaucoup de pays, enfin la plupart des pays en Afrique qui sont francophones. Mais depuis, le français est une langue africaine. Le français est devenu une des langues de l'Afrique et qui a été enrichi, modifié par aussi les grands écrivains francophones de l'Afrique. Depuis Le Soleil des indépendances d'Amadou Kourouma, qui a été refusé par plusieurs éditeurs, pas tellement par rapport au message politique ou autre où il y avait, mais par rapport à la langue, parce que à Paris, on était scandalisé comment cet Ivoirien avait barbarisé la langue française, donc il se fait éditer au Canada pour la première fois ce livre. Donc le français est une des langues africaines, notamment enrichie par les écrivains de ce continent. Donc, cette opposition, et puis la francophonie, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, n'oppose pas ces langues. Le français cohabite de manière harmonieuse avec toutes ces langues. Après, j'ai beaucoup aimé la question que Asma a posée parce que c'est là aussi toute la question. Et la francophonie promeut. Nous avons un très beau projet qui est École et langues nationales, qui est déployé depuis notre institut de la francophonie pour l'éducation et la formation à Dakar, qui justement permet d'enseigner les langues nationales et que le français vienne après. Parce que si vous demandez ma conviction personnelle, comme je l'ai dit au début, pour moi, le français est une langue étrangère, mais que je n'ai pas commencé à apprendre à l'âge de 4 ou 5 ans, que j'ai commencé à apprendre à l'âge de 12 ans, lorsque j'avais déjà bien appris ma langue maternelle. Et dans beaucoup de pays où on a introduit le bilinguisme, l'enseignement bilingue, ça vient après. Mais les premiers apprentissages se font en langue nationale. Et si vous demandez ma conviction personnelle, c'est ce que je crois, que les premiers apprentissages pour un enfant doivent se faire d'abord dans sa langue maternelle et ajouter après d'autres langues qui vont ouvrir de nouveaux horizons pour lui. Il y a des scientifiques à l'université de Djibouti qui ont fait des thèses à ce sujet et selon lesquelles l'apprentissage de la langue maternelle doit précéder l'apprentissage d'une autre langue pour que cette autre langue soit bien maîtrisée. Et effectivement, à l'université, il y a beaucoup de cas où la langue française, en arrivant à l'université, n'est pas encore bien maîtrisée par tout le monde parce que précisément, il y a eu des lacunes dans les modalités d'apprentissage. Et donc là, voilà, ça rejoint un petit peu ton sentiment, mais je pense qu'il y a des recherches scientifiques qui ont validé ce point de vue. Amina, voilà. Donc, moi, je voulais rebondir un peu sur cette question de langue maternelle. Moi, je suis de l'avis que, en parlant du français aussi, on a perdu le deux. Avant, on maîtrisait le français, et les générations maîtrisaient le français. Mais maintenant, on a une génération qui ne maîtrise ni la langue locale, ni le français. Et c'est pour moi une source d'inquiétude, parce qu'à l'époque où je suis de l'ancienne génération, moi aussi, hein, au moins nous maîtrisions cette langue, nous aimions cette langue, nous lisions, c'était une langue où on aimait beaucoup. Aujourd'hui, on a une génération comme... Personne, ce n'est pas un secret, hein, lorsqu'on voit les écrits, lorsqu'on voit donc même l'expression, hein, le français perd du terrain aussi. Mais ce qui est pire aussi, c'est qu'il y a des gens éduqués qui ont donc été à l'école, qui ont des bagages et qui se vantent parfois que leurs enfants ne maîtrisent même pas leur langue. On dirait qu'ils ont une certaine honte pour que leurs enfants parlent leur langue locale bien, maîtrisent bien la langue. Et ils ne leur parlent pas à la maison, ni la mère, ni le père. Comment un enfant puisse maîtriser? Il est mis devant la télé à 2 ans, à une année. Donc voilà, c'est un constat un peu un constat que j'ai fait ces dernières années. Mais bon, tout le monde doit faire un effort. Hein. Tout le monde doit faire. Docteur Amina, elle a fait donc un effort
pour que voilà, nous puissions dépoussiérer nos langues locales, mais il incombe aux parents de donner l'exemple. Les parents d'aujourd'hui, moi je vois beaucoup qui ne voient pas l'utilité que leurs enfants maîtrisent leur langue maternelle. Moi qui vous parle, j'ai jamais parlé à mes enfants en français à la maison. C'est la langue maternelle qui est donc, voilà. Même s'ils me posent une question, je lui réponds au Mali. Ça, c'est une obligation que je me suis donnée dès le début. Et donc, j'ai vu des collègues ou des amis ou des connaissances qui, surtout la population arabophone de Djibouti, ils mettent leurs enfants dans des écoles françaises ou, je sais pas, dans des écoles francophones. Et pour eux, c'est une sorte voilà, je sais pas, il y a un certain complexe aussi hein, que j'ai constaté. Ils ont été à l'école, ils ne peuvent pas suivre leurs enfants parce qu'ils sont arabophones. La responsabilité d'un parent, c'est de pouvoir suivre son enfant. Et malheureusement, ils ne sont pas conscients encore que l'arabe est une langue officielle à Djibouti. Et qu'un enfant scolarisé en arabe, il peut faire des études poussées, il peut gagner sa vie, comme d'ailleurs eux aussi, ils l'ont été. Mais bon, il y a un certain complexe vis-à-vis des langues locales aussi, mais aussi voilà, vis-à-vis du français et de l'arabe. Donc je pense que c'est un travail s'il est à la responsabilité de tous. Je pense qu'Indriss veut répondre aussi sur la question. C'est un long débat, hein, c'est un long débat parce que tout à l'heure il avait dit pourquoi on ne peut pas introduire les langues locales. Mais moi, mon inquiétude c'est qu'on est en train de perdre aussi le français. Le français qu'on avait, on est en train de perdre. Et c'est plus grave aussi. La langue, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen, qu'elle soit locale, qu'elle soit autre. C'est un moyen d'acquérir des connaissances, de communiquer. Et moi, je ne cache pas, je suis un francophile, j'aime cette langue. Il y a un auteur qui disait que c'était un butin de guerre. Hein, bon, pour moi, la langue française, c'est quelque chose que je me suis approprié. Personne ne peut me l'arracher. Hein. Personne ne peut me l'arracher. Je réfléchis en français, je pense français, je dors français. Et ce n'est pas un complexe pour moi. D'autant plus que je suis un grand défenseur aussi des langues locales, parce que les langues locales, c'est notre identité. C'est notre identité. Chaque peuple a son identité. Il faut vouloir voilà, revendiquer son identité, développer et voilà, et exprimer sa fierté. Peut-être que je vais passer la parole à Idriss. J'ai bien entre les mains ma bouteille d'eau hein, et l'eau. Le fait de maîtriser sa culture et sa langue te constitue le contenant. Et toutes les langues universelles et internationales t'amènent le contenu que tu mettras dans ce contenant. Comment voulez-vous, si vous n'avez pas de contenant, maîtriser le français? C'est comme pourquoi on le perd. Si on maîtrise sa propre langue, sa culture, on est. Et quand on est, on a. Il faut être pour avoir. Malheureusement, en Afrique, on conjugue beaucoup le verbe avoir que le verbe être. La deuxième chose, Kennedy disait que ses enfants ils parlent en Somalie, ils ne parlent jamais en français. Moi aussi, c'est ce que je faisais. Et un jour, un des grands poètes somalis, je l'ai invité à la maison, il écoute mes enfants, j'étais fier. Je dis, mes enfants, ils ne mélangent pas, ils parlent en français, ils parlent en Somalie. Alors il écoute quand il parle en Somalie, il me dit, mais tes enfants ne parlent pas Somalie. Je dis, non, écoute, il n'y a pas un mot français. Il me dit, non, non. Écoute la construction de leurs phrases. C'est des phrases en français, mais traduites en Somalie. Donc parfois, on pense que nos enfants parlent Somalie, mais c'est des phrases traduites directement. Le concept est français. Non, donc on a le concept, enfin, la copie de la copie de la copie du concept. Alors vous imaginez ce que ça donne. Et on a encore la définition d'une époque coloniale qui donnait, quand on demandait le synonyme de acculturé,
à une époque coloniale, c'était être civilisé. Donc on a beaucoup de Djiboutiens acculturés qui croient qu'en parlant français, ils sont civilisés, ils sont allés loin, mais ils ne sont rien. Alors je voudrais donc, c'est avec plaisir que j'ai participé à cette journée déjà. Je remercie donc aussi bien Madame Youtouva que Madame Amina, que notre jeune éditeur, Moussé Idriss, jeune éditeur Idriss Youssouf. Moi, je voudrais tout juste, en tout cas, à Madame Amina, si vous lisez son livre, que j'ai déjà eu le plaisir de lire, hein, il y a des fois, un jour, vous avez dit dans l'une des conférences que les femmes, et ça aussi dans ma tradition, c'est vrai, comme les femmes, on les épousait très jeunes, hein, franchement, 14-16 ans, et que le mari était la plupart du temps, il avait 10 ans de plus. Donc c'est des femmes qu'actuellement on appelle des femmes soumises. Mais ces femmes-là, c'était des femmes qui menaient leur foyer d'une main de fer dans un gant de velours. Donc elles savaient quand est-ce qu'elles étaient plus fortes que l'homme, que leur mari. Et une autre fois, elles savaient le moment où elles devaient plus, qu'elles n'avaient rien à dire, quoi. Qu'elles se rabaissaient un peu pour lui faire croire qu'il était le chef, quoi. Et dans la conférence, vous avez dit qu'il y avait des poèmes dans lesquels les femmes faisant semblant de parler donc au chevreau ou à la vache ou au taureau, réellement elle s'adressait à son mari. Et ça, vous ne l'avez pas lu, c'est dommage. Non, aujourd'hui, mais ça c'est très marrant. Elle parle au chevreau, elle parle au taureau, n'importe quoi, mais en réalité c'est destiné à elle s'adresse à son mari, ou des fois elle parle de ses déboires sentimentaux à ses amis, mais à chaque fois elle s'exprime par métaphore. Exactement. Donc moi je trouve que ça c'était une manière intelligente, parce que quand vous vous mettez face à un homme, vous lui dites tu es comme ci, tu es comme ça, tu reçois une gifle. La force est inégale, hein. Donc je crois que c'est mieux, le message passait mieux. Pour ce qui concerne les enfants qui parlent très mal leur langue nationale et la langue française, à ce moment-là, on cherche, vous savez, on dit la victoire a plusieurs pères, la défaite est orpheline. Seulement, la faute est à qui? Je crois que la faute nous revient en tant que parents, parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes déjà acculturés, hein, mais personne ne nous a forcés à être acculturés. Jusque dans les années 90, nous étions normaux. Parce que nous avons passé nos vacances dans les brousses. Nos parents nous emmenaient dans les brousses. Il y en a qui allaient donc dans les brousses de Djibouti, dans les brousses de la Somalie, mais les enfants allaient voir leurs grands-parents. À ce moment-là, on était en contact avec la nature. Nous étions en contact avec l'oralité. Les grandes-mères avaient le temps de raconter des contes le soir. En ce moment-là, l'enfant revenait riche à Djibouti de tous ces contes et légendes qu'il racontait à son tour à ceux qui étaient restés en ville. Et bien sûr, ça se transmettait, tu vois. L'oralité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on travaillait la mémoire de l'enfant. L'enfant retenait le conte. Il avait la capacité de raconter le conte. Vous voyez, aujourd'hui, cet enfant, il ne peut pas raconter les contes parce qu'il n'en connaît pas. La maman ne lui raconte pas les contes. Parce que le monde occidental à qui nous voulons ressembler prennent le temps tous les soirs au coucher de lire un conte pour leurs enfants. Blanche-Neige, Cendrillon, ça fait rêver. Combien nous avons rêvé d'oublier une chaussure quelque part afin qu'un prince là. Ça fait rêver. Donc, nos contes ne sont pas écrits, mais seulement ils sont dits. Et nous les avons retenus de la bouche de nos grandes-mères.
Donc les 3 contes que Idriss a traduits dans les langues nationales, mes 3 contes viennent de là. C'est de la bouche de ma grand-mère à la mienne jusqu'à la bouche d'Idriss et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que ça s'est transmetté. Actuellement, c'est ce que nous appelons les BAO. Bouche à oreille, c'est plus rapide que la nation. L'écriture, c'est plus rapide que la radio, c'est plus rapide. Nous transmettons parce que les gens, ils ont, dans cette partie du monde, nous avons une mémoire auditive bien développée. Chez nous, on ne dit pas qu'est-ce que tu as lu, on dit qu'est-ce que tu as entendu. Voilà, c'est comme ça, on dit. Et même quand les gens demandent les nouvelles, ils disent bonjour, comment vas-tu? Alors le bétail, est-ce qu'il a plu? Et, oui, telle tante est tombée malade. Et on se transmet comme ça. Dans tel village, on a dit que le loup a mangé, l'hyène a mangé. On se raconte, c'est le BAO. Et l'information circulait. Avant les speakerines, les speakers, comment vous croyez que les gens, ils avaient des nouvelles? C'est grâce à ces gens-là qui racontaient. Nous avions ceux qui racontent. Nous avions aussi ce qu'on appelle le joute verbal. Des gens qui chantent, qui font des duels en chantant. Et ainsi de suite. La tradition, elle est là. Moi, je crois que personne ne peut combattre une tradition. Mais si vraiment la personne, elle veut être ce qu'elle est, si elle veut apporter quelque chose à l'autre, il faut qu'elle ait un contenu, comme Idriss l'a dit, il faut qu'elle soit riche de sa propre culture. Parce que quel que soit Alpha, où que vous irez dans ce monde, vous parlez parfaitement le français, ok. Vous parlez parfaitement l'anglais, ok. Vous parlez aussi l'arabe, ok. Même avec les mimiques, même avec tout ce que vous voulez. Tu sais, j'ai pris mon croissant, tu peux prendre ce que tu peux parler comme tu veux. À un moment donné, ton ami français, ton ami bulgare, ton ami romain, ton ami anglais, américain, il te dira, au fait, tu es d'où? Tu viens d'où? Et c'est là, ça te ramène à la terre. Ben, et si à ce moment-là, tu dis, oui, moi, je porte les jeans, je ne sais combien, il y a des... Hein, je porte une chemise, oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Biercardin, lui, il la porte, cette chemise. Mais toi, ta culture, c'est quoi exactement? C'est à ce moment-là qu'il faut briller. Il faut montrer à l'autre que toi aussi, tu as une identité culturelle, que tu lui apportes quelque chose. Comme lui, il t'a apporté quelque chose. Moi, ma grand-mère disait toujours que le ciel et la terre a besoin du ciel et le ciel a besoin de la terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que je voulais ajouter, en ayant vécu un peu à l'extérieur, je pense qu'il y a lieu aussi de travailler, de penser à la diaspora djiboutienne, qu'il se trouve, qu'il soit en Europe, qu'il soit ailleurs. Et il y a des bonnes volontés, des gens qui veulent apprendre aussi, que leurs enfants aussi apprennent la langue, les langues locales. Donc il y a lieu, à mon avis, de faire de sorte que ce genre de livres soient aussi dispatchés au-delà de nos territoires. Pas seulement à Djibouti, mais parce qu'on a une forte génération de diaspora aussi qui sont à la recherche de leur identité. Quand on parle d'identité, c'est vrai, le français est un élément d'identité, mais les langues locales, de plus en plus, comme vous l'avez si bien dit, et tout le monde l'a répété, c'est très très important. Et c'est pour ça que là, nous avons aussi un travail, à mon avis, à faire. Et encore une fois, félicitations, Dr Amina. Merci beaucoup. Juste quelques mots pour vous remercier. Pour remercier d'abord Dr Amina, également Idriss, son éditeur. Vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et mon dernier mot sera envers les étudiants ici présents. En plus que vous êtes des étudiants en lettres, donc lisez vos auteurs, lisez les auteurs djiboutiens, aimez-les et transmettez cette lecture auprès de vous. Donc si aujourd'hui, à la suite de cette rencontre, vous reprenez ce livre, vous le lisez autour de vous, à vos petits frères, petites sœurs, ou avec vos parents, je pense que la mission de cette rencontre sera accomplie.
Donc, c'est à vous de faire connaître les écrits de votre pays. Qui parlera mieux que vous, Djiboutiens, des auteurs djiboutiens? C'est la première chose pour que ensuite, et nous avons aussi un excellent projet en ce sens qu'on va commencer bientôt avec le CRIPEN, pour créer des fiches pédagogiques autour d'écrivains djiboutiens, les mettre en ligne. Vous avez reçu un dépliant sur notre plateforme Parlons Français, pour les faire connaître aussi au-delà des frontières de Djibouti, et que dans d'autres établissements scolaires, dans l'espace francophone, des jeunes comme vous puissent les découvrir. Voilà, c'est ça mon dernier message. Merci. Et on va se retrouver le mois prochain autour d'une nouvelle rencontre littéraire. Merci beaucoup.